Poursuivons notre demi-heure donc avec une deuxième table ronde intitulée Optimisation du sol et valorisation des eaux usées. Alors, les infrastructures des concessions autoroutières d'Eiffage sont des exemples d'applications concrètes des savoir-faire du groupe. Pour optimiser l'exploitation et l'usage des infrastructures, les concessions autoroutières d'Eiffage innovent, vous allez l'entendre. Souvent oubliés, les délaissés sont pourtant des espaces utilisables pour accompagner le développement durable des territoires. Philippe Giguet, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes directeur du patrimoine chez APRR et AREA. L'installation de panneaux photovoltaïques se développe sur les autoroutes françaises. Vous déployez des fermes photovoltaïques sur ce qu'on appelle dans le jargon des délaissés. Alors tout d'abord, justement, à quoi correspondent ces délaissés ? Alors, les délaissés correspondent aux terrains qui ont été essentiellement utilisés lors de la construction des autoroutes. Soit pour mettre des zones pour des centrales d'enrobés ou des centrales à béton, voire des zones de stockage. Donc ce sont des terrains aujourd'hui viabilisés, inutiles à l'exploitation. Donc on va chercher à les valoriser. Où installez-vous des panneaux solaires ? Alors, les panneaux solaires aujourd'hui donc, sont essentiellement installés sur ces zones de délaissés, où là, avec des partenaires, on va pouvoir déployer des fermes photovoltaïques. Il y a aussi quelques panneaux solaires sur certains auvents de sortie d'autoroute, mais c'est essentiellement les délaissés aujourd'hui. De quelle surface dispose le réseau APRR et AREA ? Alors, on ne va pas vraiment parler de surface dans un premier temps pour qu'une ferme photovoltaïque puisse se faire. En gros, il faut un terrain qui fasse au minimum 2,5 hectares, voire aujourd'hui un petit peu moins, avec des points très importants à vérifier. Pas de contraintes vis-à-vis de l'environnement et un raccordement électrique pour l'énergie le plus proche possible. Donc derrière, on va à peu près sortir une centaine de sites qui seraient valorisables et après ça va évoluer en fonction des critères que je vous ai donnés. La stratégie est donc de valoriser ces délaissés dans le cadre de la stratégie bas carbone. Non, ça rentre complètement dans le cadre de la stratégie bas carbone, donc on est véritablement dans ce développement et on va certainement utiliser aussi des lois qui devraient apparaître. Alors justement, de nouvelles perspectives devraient s'ouvrir grâce à un nouveau décret. Combien d'autres sites sont à l'étude ? Alors, le nouveau décret, c'est la loi d'accélération de production d'énergie renouvelable, la loi dite AER. Alors, elle devrait nous permettre un point très fort, c'est de recouvrir tout ou partie des parkings poids lourds que nous avons sur nos aires de service et nos aires de repos, ainsi que les parkings véhicules légers. Donc là, on va multiplier tout de suite, on a une centaine d'aires de service et puis 200 aires de repos. Donc après, c'est assez infini, mais les mêmes critères vont s'appliquer. Au niveau de l'environnement, pas de problème. Raccordement, oui, il va falloir regarder. Ces délaissés autoroutiers sont au service de la production d'énergie renouvelable. Actuellement, est-ce que vous avez des centrales solaires ? Alors aujourd'hui, avec des opérateurs, nous avons 5 centrales solaires en service. 5 projets aujourd'hui, soit en phase administrative, soit même en phase de construction. Et puis, il y a une quinzaine de sites actuellement en cours de valorisation avec un opérateur du groupe et on espère bien arriver au bout. Parlons consommation. Qu'est-ce que cela représente en consommation électrique ? Alors, je vais vous donner un ordre de grandeur. Après, c'est moyen et ça ne s'applique pas toujours partout, mais ça donne quand même une idée assez précise. Aujourd'hui, 1 hectare va produire 1 mégawatt crête, ce qui va représenter à peu près la consommation de 1000 personnes hors chauffage. Est-ce que l'utilisation de ces délaissés, de ces terrains, on l'a dit, qui n'ont pas de valeur, vont amener à renforcer votre connaissance du foncier et développer les échanges avec les collectivités ? Alors, notre foncier, on a la chance de plutôt bien le connaître. Aujourd'hui, on a un département foncier qui a de très bonnes relations avec l'ensemble des collectivités le long du tracé. Par contre, ce que l'on voit aujourd'hui, les collectivités ont la même démarche que nous. Elles connaissent peut-être un petit peu moins les possibilités de développement. Donc, ensemble, on arrive à développer des systèmes. Aujourd'hui, on s'est rapproché même d'une commune qui avait une idée, ce qui a permis, en amenant un opérateur Sener que nous connaissons tous bien, aujourd'hui d'avancer avec un projet global qui va couvrir une partie du terrain délaissé autoroutier et une partie de la commune où il y avait une zone aussi un peu perdue. Alors on l'a entendu, on parle de différentes temporalités. À la fin des contrats de concession, qu'est-ce qui va se passer ? Alors, il ne va rien se passer, tout va continuer normalement. À la fin du contrat de concession,
pour que la ferme photovoltaïque puisse, elle, être opérationnelle, en fait, il lui faut une durée, je dirais, d'utilisation du terrain de 25 à 30 ans. Donc ça dépasse largement la fin des contrats de concession. Par contre, tous les contrats qui vont arriver avec ce type de délai, eh bien, l'État sera partenaire aussi dans une convention de telle manière à assurer et assumer la poursuite justement de la production de ces fermes photovoltaïques. Merci beaucoup Philippe Merci. Giguet. Avec la production d'énergie renouvelable, vous l'avez entendu, vous connaissez tous désormais la nouvelle vie des délaissés autoroutiers. Je me tourne à ma droite. Les villes disposent d'une ressource d'énergie renouvelable négligée en France. C'est la chaleur fatale des eaux usées. Alizée Dorbet, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable commercial des activités de thermique industrielle chez Eiffage Énergie Système. Alors, de quel constat, de quelle idée vous êtes parti pour penser à valoriser les eaux usées ? Le constat, il est relativement simple. En fait, c'est que les eaux usées sont naturellement tièdes, comprises entre 11 et 20 degrés. Elles sont disponibles gratuitement et localement dans un réseau de distribution qui, de plus, est déjà existant. Alors, comment ça marche ? Quel est le principe ? Alors, le principe, c'est de l'échange de chaleur entre deux fluides, l'un qui est à préchauffer et l'autre qui est naturellement tiède. Donc, en fait, cette récupération, elle peut se faire à différentes échelles. On peut la faire sur un logement particulier, en sortie des bacs de douche, en sortie des lavabos, des machines à laver. Selon les technologies, ça permet une économie d'énergie comprise entre 40 à 60%. On peut la faire à l'échelle d'un bâtiment grâce au conduit d'évacuation des eaux usées, ou on peut la faire à l'échelle de la ville dans les conduits des égouts. Et donc dans les conduits des égouts, il y a ensuite deux technologies qui permettent de récupérer de la chaleur. Soit on va aller directement s'implanter dans l'ovoïde, donc on vient mettre un échangeur de chaleur dans le conduit des égouts directement, et ensuite c'est ce même principe d'échange où sans mélanger les liquides, on ne vient pas venir prendre de l'eau usée directement pour notre chauffage. On insère un conduit d'eau froide du coup dans le conduit des eaux usées. Donc les eaux usées vont venir réchauffer la paroi de ce conduit qui donc réchauffe le contenu, le liquide à l'intérieur. Une autre techno sur le même principe consiste à venir dévier une partie des eaux usées et venir récupérer ensuite pareil par échange. Alors vous nous avez déjà donné un chiffre, mais quel est le potentiel d'énergie récupérée ? Oui, alors le potentiel, il a été étudié par l'ADEME via deux campagnes européennes, donc l'une qui est Stratego et l'autre Reuse It. Donc ils ont cartographié un peu le potentiel de récupération de chaleur à l'échelle européenne. On se rend compte qu'en France, le gisement disponible seulement pour la récupération sur les eaux usées dans les conduits d'égout, c'est 1,1 TWh et à l'échelle européenne, 150 TWh. Donc c'est colossal. Est-ce que c'est l'application du circuit court à la production énergétique ? C'est le circuit court à l'échelle de la ville qui s'inscrit dans le plan de climat de Paris qui vise à produire et consommer de l'énergie renouvelable localement. Là, en fait, avec ce principe de récupération sur les eaux usées, les eaux des égouts, on vient directement puiser dans les énergies récupérables, les ENR et R, énergie renouvelable et récupération de la ville de Paris, en utilisant en plus un réseau d'égouts qu'on rend propice à une utilisation à des fins énergétiques. Et est-ce que c'est facile à mettre en œuvre ? Alors, techniquement, la mise en œuvre, elle est plutôt relativement simple, vu qu'on installe un échangeur de chaleur et on installe une pompe à chaleur. Je dirais que la complexité, elle se situe plutôt au niveau administratif du milieu de l'assainissement dans un contexte en plus souterrain et enterré. En fait, il faut réussir à faire collaborer deux services, deux entités qui sont distinctes, qui sont les services énergétiques et le SEA, le service de l'eau et de l'assainissement. Celui-ci a plusieurs exigences, mais il y en a une qui est relativement importante pour eux, c'est de ne pas toucher à la géométrie du conduit de l'ovoïde, puisque pour la bonne maintenance des égouts, ils ont besoin de garder cette géométrie ici. Après, il y a quand même, malgré leur réticence, il y a un point positif qu'on a à leur offrir, c'est qu'en fait, l'eau qu'on va venir nous réintroduire dans les égouts, donc notre effluent, il est refroidi et grâce à ça, on empêche la prolifération des bactéries et donc l'échappement de gaz méthane dans les conduits. Et est-ce qu'il y a un meilleur retour sur investissement ? Alors, ça va dépendre des technologies. Nous, on se rend compte avec nos références qu'on vient économiser entre 5 à 10% d'énergie par an, de par du coup l'utilisation d'une énergie qui est dite de récupération, donc il y a une baisse des consommations.
et par le remplacement des modes de production. On ne vient plus chauffer au gaz ou quoi aux caisses. On évite l'émission de 100 tonnes équivalentes de CO2 annuellement. Donc à titre de comparaison, c'est l'équivalent de 15 ans de chauffage gaz ou de 500 000 km parcourus en voiture. C'est déjà énorme. Ouais. Est-ce que les énergies renouvelables sont ainsi devenues aussi importantes pour assurer notre indépendance, pour nous prémunir des augmentations des coûts des énergies carbonées ? Oui, on se rend compte que l'utilisation d'une énergie qui est renouvelable et en plus produite localement, elle permet de maîtriser et de garantir un prix de l'énergie. Il y a d'ailleurs le ministère de la Transition énergétique qui a affirmé que depuis les années 90, la proportion d'utilisation d'énergie renouvelable avait doublé. Et aujourd'hui, dans les consommations totales annuelles brutes en France, la part de renouvelables s'élève maintenant à 20%, et je pense que ça ne va pas cesser d'augmenter. Cette valorisation, est-ce qu'elle permet de tendre vers l'autonomie énergétique des bâtiments ? Alors, en tout cas, elle y participe, j'aime à dire ça, puisque bien qu'on réduit 5 à 10% d'économies d'énergie, donc comme il y a une baisse de consommation et énergie de récupération, on participe à ce mouvement-là. Jusqu'à aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que la chaleur renouvelable est-elle parent pauvre de la transition énergétique ? C'est un peu fort comme terme. Parent pauvre, je ne sais pas. En fait, effectivement, la technologie de récupération sur les eaux usées, elle est assez méconnue du grand public, mais je pense que de manière similaire comme la géothermie, en fait, c'est des technologies qui sont invisibles, donc peut-être moins appréhendables par le grand public. Maintenant, à contrario du photovoltaïque, de l'éolien se voit beaucoup plus et donc c'est peut-être plus connu. Maintenant, dans le futur, on parle de 60% en plus d'installations d'énergie renouvelable d'ici à 5 ans. Donc effectivement, je pense que les eaux usées vont connaître le même essor. En tout cas, je leur souhaite. Oui, on va plus connaître cette valorisation. Pour terminer, est-ce que vous avez une autre référence, un projet en cours à nous expliquer, à nous présenter ? Oui, alors nous, on a beaucoup travaillé sur ces technologies avec la ville de Paris qui a plusieurs références de ces technologies-là, et on a eu la chance de pouvoir travailler des deux manières, donc soit en s'insérant directement dans les conduits, soit en faisant la techno de bypass, donc de déviation. Donc on a pu tester les deux, on s'est fait la main sur les deux, oui. Merci beaucoup Philippe Giguet et Alizée Dorbet. Vous l'avez entendu, on a de l'or sous les pieds. Merci d'avoir écouté cette première demi-heure. Rendez-vous cet après-midi, ici même à 14h30, pour une nouvelle table ronde autour de la ville à haute qualité de vie. Merci.